Toutes les femmes de la ville disaient que la femme noire était trop laide pour se marier. Alors, le millionnaire ôta son masque et son cœur s'arrêta. C'est exactement ce qui arriva ce froid matin de septembre, lorsque Rebecca Thompson, âgée de 28 ans, se retrouva au milieu d'un spectacle d'humiliation qui allait changer sa vie pour toujours. « Suivante !» cria Victoria Sterling, l'organisatrice du traditionnel événement caritatif de Millbrook, tout en désignant impatiemment Rebecca. Le bal des célibataires était l'événement le plus prestigieux de la ville, où les hommes riches choisissaient leurs compagnes parmi les candidates approuvées par la haute société locale. Rebecca avança lentement vers la scène improvisée dans la salle principale du club. À ses oreilles parvenaient des murmures à peine dissimulés. « Que fait-elle ici? Qui a osé la présenter? Pauvre fille, elle ne sait pas que ce n'est pas sa place. » Victoria Sterling, héritière de la famille la plus riche de la région, ne cacha pas son mépris. « Cher ami, je crois qu'il y a eu une erreur. Cet événement est réservé à... Enfin, vous savez. » Son faux sourire ne dissimulait pas la cruauté, tapie derrière ses mots soigneusement choisis. « Il n'y a eu aucune erreur, » répondit Rebecca avec un calme qui surprit tout le monde. « Mon inscription a été acceptée, j'ai payé les frais de participation et je suis ici de plein droit. » Le murmure du public s'intensifia. David Sterling, le fils de Victoria et l'un des célibataires les plus convoités, éclata de rire. « Maman, laisse-la essayer, » dit-il en se moquant. « Ce sera amusant de voir quelqu'un remettre enfin cette fille à sa place. » C'est alors qu'il se produisit quelque chose d'inattendu. Un homme élégant d'environ 45 ans se leva calmement de la première rangée. Jonathan Black, directeur général de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, était arrivé discrètement en ville la semaine précédente. Personne ne s'attendait à ce qu'il participe à l'événement. « J'aimerais parler à cette demoiselle, » dit-il en s'adressant directement à Rebecca. Le silence tomba dans la salle. Victoria Sterling s'étouffa légèrement. « Monsieur Black, je suis certaine qu'il existe d'autres candidates plus adaptées à votre profil. » Jonathan ignora complètement le commentaire et tendit la main à Rebecca pour l'aider à descendre de la scène. « Puis-je vous parler en privé ?» Alors qu'il se dirigeait vers un coin plus tranquille du salon, Rebecca gardait la tête haute, mais ses yeux révélaient quelque chose que peu de gens dans cette salle pouvaient reconnaître. La sérénité de celle qui avait déjà affronté des tempêtes bien pires et qui avait survécu pour en témoigner. Ce que ces gens de la haute société de Millbrook ignoraient, c'est que Rebecca Thompson n'était pas simplement une autre femme cherchant à se faire une place parmi eux. Elle était revenue en ville avec un but très précis, portant des secrets capables d'ébranler les fondations de cette communauté en apparence parfaite. Si cette histoire de dépassement et de justice te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple humiliation deviendra le catalyseur d'un tournant inattendu que personne n'oubliera jamais. Pendant que Rebecca conversait discrètement avec Jonathan Black dans un coin du salon, Victoria Sterling ne parvenait pas à cacher son irritation. « 10 minutes, murmura-t-elle à son fils David. « Donne-lui 10 minutes pour qu'elle se rende compte de son erreur et qu'elle revienne parler à des candidates plus convenables. » Ce que Victoria ne savait pas, c'est que ce n'était pas la première fois que Rebecca Thompson mettait les pieds dans ce salon. 15 ans plus tôt, elle avait été l'une des employées les plus dévouées de la famille Sterling, travaillant comme assistante personnelle du patriarche Harold Sterling, le père de Victoria. Rebecca se souvenait parfaitement de cette nuit de décembre 2008 lorsqu'elle découvrit par hasard les documents prouvant que la fondation Sterling, soi-disant caritative, détournait des millions de dollars de dons destinés aux communautés dans le besoin. Elle était jeune, idéaliste, et croyait que faire ce qui était juste était toujours la meilleure option. « Monsieur Sterling », lui avait-elle dit à l'époque, « j'ai trouvé quelques incohérences dans les rapports financiers de la fondation. Je pense que vous devriez y jeter un œil. » Harold Sterling n'avait même pas regardé les papiers. « Rebecca, ma chère, tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Je te suggère d'oublier ce que tu as vu et de te concentrer sur tes tâches administratives. » Mais Rebecca ne put pas oublier. Pendant des semaines, elle rassembla davantage de preuves, prit des photos de documents et enregistra des conversations. Lorsqu'elle eut enfin le courage de s'adresser aux autorités, elle découvrit qu'Harold Sterling l'avait devancée. L'accusation fut dévastatrice. Vol de documents confidentiels et tentative de chantage. Avec leurs avocats puissants et leur influence politique, les Sterling réussirent non seulement à la faire renvoyer, mais aussi à s'assurer qu'elle ne retrouve jamais de travail à Millbrook. Une jeune femme noire perturbée qui tente de diffamer une famille respectable, avait alors déclaré Victoria aux journaux locaux.
Rebecca fut contrainte de quitter la ville avec une simple valise et sa réputation en ruine. Sa mère, qui travaillait comme domestique pour d'autres familles de la haute société, perdit également son emploi par association. L'humiliation fut si profonde que beaucoup pensèrent qu'elle ne reviendrait que jamais. Alors, dit Jonathan Black, interrompant ses souvenirs, « Vous avez grandi ici à Millbrook pendant un certain temps ?» répondit Rebecca, observant Victoria Sterling gesticuler nerveusement auprès d'un groupe d'organisatrices. « Disons que j'ai dû chercher des opportunités ailleurs. » Jonathan remarqua quelque chose dans le ton de sa voix, un mélange de douleur maîtrisée et de détermination inflexible. « Et maintenant, vous avez décidé de revenir pour participer à un événement de relation ?» Rebecca esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Disons que j'ai quelques affaires en suspens. » De l'autre côté du salon, Victoria Sterling perdit enfin patience. Elle marcha d'un pas décidé vers eux et interrompit la conversation sans ménagement. « Monsieur Black, je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais je crains que vous ne disposiez pas de toutes les informations nécessaires à propos de cette personne. » Victoria cracha presque les derniers mots. Rebecca Thompson a un passé problématique dans cette ville. Elle a été renvoyée pour tentative de chantage et vol. Ce n'est pas vraiment le genre de compagnie qu'une personne de votre niveau devrait envisager. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs personnes autour d'eux cessèrent de parler pour observer la scène. Rebecca resta immobile, mais Jonathan remarqua que ses mains se refermaient légèrement, comme si elle se préparait à quelque chose. « C'est intéressant, » dit finalement Rebecca d'une voix calme comme la surface d'un lac avant la tempête. « Comme les histoires changent selon qui les raconte, n'est-ce pas, Victoria ?» Victoria Sterling sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le regard de Rebecca, une assurance qu'elle ne lui connaissait pas 15 ans plus tôt. C'était comme si la femme en face d'elle savait quelque chose qu'elle ignorait. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répliqua Victoria, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. « Pas encore, » répondit doucement Rebecca, « mais tu le sauras. » Jonathan Black observait l'échange avec une fascination grandissante. En tant que directeur général d'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, il avait appris à reconnaître quand quelqu'un jouait à un jeu bien plus complexe qu'il n'y paraissait. David Sterling, qui s'était approché du groupe, éclata de rire. « Maman essaie de paraître mystérieuse. C'est pathétique. Rebecca, pourquoi ne retournes-tu pas dans le trou d'où tu es sortie et ne nous épargnes-tu pas cette comédie ?» C'est alors que Rebecca fit quelque chose que personne n'attendait. Elle rit. Ce n'était pas un rire nerveux ou gêné, mais un rire franc, sûr d'elle qui résonna dans la salle. « David, dit-elle, tu as toujours été mauvais pour juger les gens, et cela n'a pas changé. » Elle se tourna vers Jonathan. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Black. Je suis certaine que nous nous reverrons très bientôt. » Tandis que Rebecca s'éloignait tranquillement vers la sortie, Victoria Sterling ressentit une étrange sensation dans l'estomac. La femme qu'elle avait détruite 15 ans plus tôt était revenue, mais pas comme la jeune fille naïve et vulnérable qu'ils avaient chassée de la ville. Cette Rebecca Thompson dégageait une confiance née de quelqu'un qui avait mené des batailles et en était sortie victorieuse. Et pour la première fois depuis des années, Victoria Sterling commença à se demander si elle n'avait pas profondément sous-estimé ce dont cette femme était capable. Ce qu'aucun des Sterling ne pouvait imaginer, c'est que, durant ces 15 années d'exil, Rebecca non seulement avait reconstruit sa vie, mais était devenue exactement le type de personne capable de transformer leur humiliation en sa plus douce victoire. La semaine suivant le bal des célibataires, Rebecca Thompson ne disparut pas comme Victoria Sterling l'espérait. Au contraire, elle fit quelque chose qui laissa toute l'élite de Millbrook stupéfaite. Elle loua le plus beau bureau de Main Street, en plein centre-ville, et engagea une équipe d'assistants. Sur la porte, une plaque dorée affichait « Consultoria en transparence corporative, cabinet de conseil en transparence d'entreprise ». Victoria Sterling passe devant à 3 reprises cette semaine-là, feignant toujours de faire des achats dans les environs, mais en réalité, cherchant à comprendre ce que Rebecca pouvait bien manigancer. « Rebecca n'a pas d'argent pour ça », marmonna David Sterling pendant le dîner familial. « Elle dépense probablement toutes ses économies juste pour nous impressionner. Pathétique. » Harold Sterling, le patriarche de la famille, celui qui avait orchestré la chute de Rebecca 15 ans plus tôt, éclata de rire en découpant son steak. « Laissez cette fille jouer à la femme d'affaires. Dans quelques mois, quand elle n'aura plus d'argent, elle repartira. Cette fois, pour de bon. » Ce qu'ils ignoraient, c'était que Rebecca avait passé les 15 dernières années non seulement à reconstruire sa vie, mais aussi à créer un réseau de contacts qui serait le cauchemar de n'importe quel directeur général.
Pendant sa licence de droit à l'université de Harvard qu'elle suivit avec une bourse complète, elle impressionna professeurs et camarades par sa détermination et son intelligence aiguë. Mais c'est durant son master en recherche corporative en Colombie que Rebecca découvrit véritablement sa vocation. Sa thèse sur les schémas de corruption dans les organisations caritatives de petites villes avait été publiée dans 3 revues spécialisées et citée dans des dizaines d'enquêtes fédérales. Le docteur Michael Chen, ex-agent du FBI et professeur de Rebecca, était devenu plus qu'un mentor, il était le cerveau derrière l'opération qui se mettait en place à Millbrook. 15 ans, lui avait-il dit pendant une visioconférence 3 mois plus tôt. 15 ans d'impunité, c'est plus que suffisant. Il est temps de recouvrer cette dette avec intérêt. Jonathan Black, pour sa part, n'était pas apparu à Millbrook par hasard. En tant que directeur général d'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, il avait accès à des ressources d'enquête qui feraient baver d'envie n'importe quel détective privé. Et plus important encore, il avait un compte à régler avec des organisations qui faisaient semblant de faire œuvre de charité tout en remplissant leurs poches. Les Sterling n'ont aucune idée de qui ils affrontent, dit Jonathan à Rebecca lors d'une réunion discrète dans son bureau. Mon entreprise développe des logiciels d'analyse judiciaire pour le gouvernement fédéral. Trouver des irrégularités financières, c'est littéralement ce que nous savons faire de mieux. Rebecca sourit en se rappelant l'expression de mépris sur le visage de Victoria Sterling. Ils ont toujours sous-estimé des personnes comme moi, pensa-t-elle. Ils croient que, parce que je viens d'une famille modeste, parce que je suis noire, parce qu'on m'a remise à ma place une fois, je ne serai jamais capable de réagir. Une erreur fatale, acquiesça Jonathan, parce que maintenant, tu n'es plus l'assistante de 23 ans qui tente de faire ce qui est juste. Tu es une experte de la lutte contre la corruption, avec des ressources, des connaissances et des alliés puissants. Pendant ce temps, dans le manoir des Sterling, Victoria devenait de plus en plus nerveuse. 3 de ses amis de la haute société avaient mentionné avoir reçu la visite d'auditeurs qui les avaient interrogés sur les dons effectués à la fondation Sterling au fil des ans. C'est quelque chose de routinier, avait expliqué Rebecca lorsqu'une donatrice l'avait confrontée. Il vérifie simplement que les fonds sont bien utilisés. David Sterling, toujours impulsif, décida d'agir. Il se rendit au bureau de Rebecca sans prévenir, espérant l'intimider comme au bon vieux temps. « Écoute, Rebecca, dit-il en posant ses mains sur son bureau, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais je te conseille d'arrêter avant que tu ne te fasses à nouveau du mal. » Rebecca leva les yeux des documents qu'elle analysait, des rapports financiers de la fondation Sterling des 15 dernières années, obtenus via une demande officielle de transparence qu'aucun avocat de la famille n'avait pu bloquer. « David, dit-elle calmement, tu as toujours été prévisible. Ton père t'a envoyé ici pour me menacer parce qu'il commence à paniquer. Tu veux savoir pourquoi ?» Elle fit pivoter l'écran de l'ordinateur vers lui. « Parce qu'en 15 ans d'activité caritative, vous avez détourné plus de 3,2 millions de dollars qui auraient dû aller à des communautés dans le besoin. » David pâlit. « Tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. »« Pas encore, » sourit Rebecca, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Mais je les aurai. Et quand cela arrivera, vous découvrirez que la jeune naïve qu'on a expulsée de la ville a appris quelques leçons sur la justice au cours des 15 dernières années. » David quitta le bureau visiblement secoué, mais s'efforçant de garder contenance. À la porte, il se retourna. « Tu sais que mon père a des contacts partout dans l'État, n'est-ce pas ? Un seul appel, et tu disparais à nouveau. Cette fois, dit doucement Rebecca, c'est moi qui ai les contacts. Et, contrairement à ton père, mes contacts sont légaux. » Cette nuit-là, Harold Sterling convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats. « Je veux que vous enquêtiez sur cette femme, » dit-il en frappant la table. « Je veux savoir d'où elle tient l'argent pour monter ce cirque, qui sont ses alliés, tout. » Le chef du service juridique de la famille, Robert Crawford, se gratta la barbe, préoccupé. « Monsieur Sterling, peut-être vaudrait-il mieux essayer de négocier un accord. Si elle a vraiment des preuves aujourd'hui. » Harold éclata. « La fondation a apporté des millions d'améliorations à cette ville. Rebecca Thompson est une opportuniste qui tente de nous extorquer. Cette fois, elle n'y parviendra pas. » Ce que Harold Sterling ne savait pas, c'est qu'au même moment, 3 étages en dessous de son bureau, une équipe de comptables judiciaires analysait chaque transaction, chaque reçu, chaque virement bancaire de la fondation Sterling depuis 1995. Et ce qu'ils étaient en train de découvrir était bien pire que tout ce que Rebecca avait pu imaginer. Les Sterling avaient bâti un empire fondé sur le vol systématique de ressources destinées aux plus démunis. Mais 15 années d'impunité touchaient à leur fin. Rebecca Thompson était de retour à la maison
Et cette fois, elle n'était pas seule. Comme une tempête qui se forme silencieusement à l'horizon avant de tout ravager sur son passage, la préparation méticuleuse de Rebecca atteignait un point de non-retour. Les Sterling continuaient de sous-estimer la femme qu'ils avaient humiliée et expulsée un jour, sans se rendre compte que chaque acte d'arrogance ne faisait que renforcer la détermination de celle qui avait déjà appris que la véritable vengeance se construit avec patience, intelligence et alliés puissants. Ce qui allait se produire lorsque 15 ans de preuves soigneusement rassemblées sortiraient enfin à la lumière était quelque chose auquel même les Sterling, avec toute leur influence et leur connexion, n'étaient pas préparés. La tempête que Rebecca avait orchestrée avec soin était sur le point de s'abattre sur Millbrook avec une force dévastatrice. Le vendredi 15 octobre, à 18 heures précises, exactement 15 ans et un mois après son expulsion de la ville, elle avait convoqué une conférence de presse dans la même salle où elle avait été humiliée lors du bal des célibataires. Victoria Sterling s'était réveillée ce matin-là avec une étrange sensation au creux de l'estomac. Au cours de la semaine, 3 grands donateurs de la Fondation Sterling avaient annulé leur contribution annuelle sans la moindre explication. Pire encore, son compte bancaire personnel avait été gelé pour enquête sur de possibles irrégularités financières, selon un communiqué officiel arrivé par courriel à 6 heures du matin. « C'est ridicule !» hurla Harold Sterling au téléphone avec ses avocats. 15 ans de service à la communauté, et maintenant on nous traite comme des criminels à cause d'une noire rancunière, compléta David Sterling, qui avait perdu 2 contrats importants cette semaine-là. Apparemment, ses clients avaient dû reçu des informations troublantes sur l'intégrité de la famille. Ce que les Sterling ignoraient, c'est que Rebecca n'avait pas passé les 15 dernières années seulement à se préparer professionnellement. Le docteur Michael Chen, son mentor et ancien agent du FBI, avait utilisé ses contacts pour ouvrir une enquête fédérale discrète sur la fondation Sterling. Pendant 6 mois, des auditeurs fédéraux spécialisés dans les crimes financiers avaient examiné chaque document, chaque transaction, chaque centime passé par l'organisation. À 17h45, Rebecca entra dans le salon du club social de Millbrook, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable. La même salle où, 15 ans plus tôt, elle avait été traitée comme un objet à vendre. Cette fois pourtant, la table principale était occupée par des procureurs fédéraux, des agents du FBI, des journalistes de la presse nationale et des représentants du service des impôts. Jonathan Black était assis au premier rang, non plus comme un simple spectateur curieux, mais comme témoin clé. Son entreprise avait fourni gratuitement des analyses médico-financières retraçant chaque dollar détourné par les Sterling au cours des 15 dernières années. Victoria Sterling arriva accompagnée de Harold et de David, tous escortés par des avocats visiblement nerveux. « C'est un cirque !» murmura Victoria à son mari. « Elle essaye de nous humilier publiquement. » « En réalité, dit Rebecca au micro d'une voix calme qui résonna dans la salle bondée, « je suis ici pour présenter des faits. Il y a 15 ans, j'ai été accusé de tentative de chantage pour avoir voulu révéler des irrégularités dans la fondation Sterling. Aujourd'hui, le département de la justice des États-Unis confirme que j'avais raison. Le procureur fédéral Marcus Washington se leva et s'adressa au micro. Au cours d'une enquête de 8 mois, nous avons découvert des preuves concluantes que la fondation Sterling a systématiquement détourné 3,7 millions de dollars destinés à des programmes sociaux entre 2008 et 2023. Un murmure parcourut la salle. Victoria Sterling sentit ses jambes trembler. Ces fonds, poursuivit le procureur, ont été transférés vers des comptes personnels de la famille Sterling, utilisés pour l'achat de propriétés de luxe, des voyages internationaux et des investissements privés. Nous disposons d'une documentation complète couvrant 847 transactions frauduleuses. Rebecca observait calmement tandis que le monde de ses anciens bourreaux s'effondrait en temps réel. Pendant des années, elle avait méthodiquement recueilli toutes les preuves. Des relevés bancaires obtenus par mandat judiciaire, des enregistrements de conversations faits par des employés repentis de la fondation et des documents internes transmis par des comptables rongés par le remords. « Mensonge !» cria Harold Sterling en se levant brusquement. « C'est une campagne de diffamation orchestrée par une femme rancunière. »« Monsieur Sterling ?» interrompit calmement l'agente fédérale Lisa Chen, cousine du docteur Michael Chen, « vous êtes officiellement accusé de fraude, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics. » David Sterling tenta de sortir discrètement de la salle, mais 2 agents fédéraux lui barrèrent le passage. « Monsieur David Sterling, vous êtes également inculpé des mêmes crimes.
Victoria Sterling regarda autour d'elle désespérée, cherchant des visages familiers, mais ne trouva que des regards de surprise, de déception et même de colère. Madame Patricia Morrison, l'une des plus grandes donatrices de la fondation, était manifestement furieuse. « Mon argent était destiné à nourrir des enfants dans le besoin », cria-t-elle. « Vous vous êtes acheté un yacht ». Rebecca s'approcha à nouveau du micro. « Il y a 15 ans, Victoria Sterling déclarait aux journaux que j'étais une jeune femme noire perturbée qui tentait de diffamer une famille respectable. Aujourd'hui, cette même famille est poursuivie pénalement pour les crimes mêmes que j'essayais de dénoncer. » La caméra de la chaîne locale se braqua sur le visage de Victoria Sterling, devenue complètement livide. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, effaçant le maquillage soigneusement appliqué. « Pendant 15 ans, j'ai poursuivi Rebecca. Vous avez vécu comme si vous étiez intouchable. Vous avez traité des personnes comme moi, des personnes que vous jugiez inférieures, comme si nous étions jetables. Vous avez utilisé les préjugés pour dissimuler vos crimes. » Harold Sterling tente une dernière carte désespérée. « Elle ment. Cette femme a été renvoyée pour vol. Elle n'est pas digne de confiance. » Le docteur Michael Chen, resté silencieux jusque-là, se leva calmement. « Monsieur Sterling, je suis le docteur Michael Chen, ancien agent spécial du FBI et professeur de recherche criminelle à l'université de Columbia. Rebecca Thompson a été mon étudiante en master. Ses travaux sur la corruption dans les organisations caritatives des petites villes ont été publiés dans 3 revues académiques et cités dans 47 enquêtes fédérales. C'est littéralement l'une des principales expertes du pays pour détecter précisément le type de crime que vous avez commis. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria Sterling éclata en sanglots. David Sterling était en train d'être menotté. Harold Sterling, lui, paraissait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Le patrimoine de la famille de Sterling est en cours de gel », annonça le procureur. « Vos comptes bancaires, propriétés et investissements seront liquidés afin d'indemniser les victimes de vos crimes. » Rebecca regarda directement Victoria Sterling. « Il y a 15 ans, tu m'as dit que je devais savoir quelle était ma place. Aujourd'hui, c'est toi qui apprends où est la tienne. » Jonathan Black observait la scène avec un mélange d'admiration et d'étonnement. La femme qu'il avait connue comme une participante humiliée à un événement mondain était en réalité une force de la nature qui avait consacré 15 années de sa vie à faire triompher la justice.